Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver. Au sommaire de Ça vous regarde ce soir, faut-il supprimer le parquet national financier? Affaire Fillon, colère, Sarkozy, le PNF, fer de lance de la lutte anticorruption est mise en cause après une série de révélations, accusations de pression, avocats espionnés, téléphones géolocalisés. On va s'interroger ce soir sur cette institution au cœur des enquêtes politico-financières dans notre grand débat. Dans un instant, on fera aussi un premier bilan des auditions de la commission d'enquête sur la crise sanitaire. Roselyne Bachelot, Xavier Bertrand, Marisol Touraine et Agnès Buzyn, les 4 anciens ministres de la Santé sur la période 2007-2018 ont été entendus cette semaine. Qu'a-t-on appris sur la fonte du stock stratégique de masques? Les explications dans cette émission. Et puis des propos infamants, de la calomnie et même un parjure. Les accusations pleuvent sur Didier Raoult et elles sont graves. Le professeur star de Marseille est-il coupable de faux témoignages devant la commission d'enquête sur la Covid? Explication de Thomas Després dans Ma journée à l'Assemblée à la fin de cette émission. Voilà donc pour le programme, c'est parti. #CVR, n'oubliez pas, on y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Revoilà donc le procès de la justice. Une magistrate a distillé le doute sur l'indépendance du pouvoir judiciaire. Éliane Houlette, l'ancienne procureure nationale financier, évoquait des pressions sur l'enquête dans l'affaire Fillon. C'était le 10 juin dernier devant les députés. Et ce matin, sa supérieure hiérarchique a rectifié le tir fermement. Je n'ai jamais relayé une demande du garde des Sceaux ou du pouvoir exécutif pour influer sur le traitement des procédures. Voilà, la procureure générale de Paris qui dément avoir été l'objet de quelques instructions du gouvernement, avoir exercé quelques pressions que ce soit. On va en parler avec vous ce soir, Hugo Bernalicis. Bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui présidez cette commission d'enquête sur l'indépendance de la justice, devant laquelle ces 2 magistrates ont été entendues. Bonsoir Olivier Marleix. Bonsoir. Vous en êtes le vice-président de cette commission d'enquête, député Les Républicains d'Eure-et-Loire. Et bienvenue à vous Katia Dubreuil. Vous êtes la présidente du syndicat de la magistrature. Je vous donne la parole à tous les 3 dans un instant, mais si j'ai bien compris, les accusations d'une justice aux ordres, ça n'est pas franchement nouveau. Le regard de Blacko, tout de suite. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bonsoir Stéphane. Si j'ai bien compris, ce soir. Alors, si j'ai bien compris, Myriam, c'est fini l'époque où, quand un politique était mis en examen, il répondait imperturbablement, la main sur le cœur, « Je fais confiance à la justice de mon pays ». D'ailleurs, aujourd'hui, mais qui fait encore confiance à la justice française, hein? En fait, c'est 50-50. Quand on regarde les sondages, vous voyez là, c'est un titre de l'Express, l'Express, c'est ça l'an dernier, qui disait « Un Français sur 2 n'a plus confiance dans la justice ». Alors, quand on compare ça avec d'autres statistiques du ministère qui nous dit que, justement, il y a environ 50% des Français qui ont déjà eu affaire à la justice. Si on fait le rapprochement, on espère que les 50% qui n'ont plus confiance dans la justice ne sont pas les mêmes que les 50% qui, justement, y ont été confrontés. Elle n'est pas un peu étrange, cette corrélation que vous établissez là entre les 2 chiffres? Moi, j'aurais fait une corrélation hasardeuse. Alors ça, je ne sais même pas ce que c'est. Donc je ne vois vraiment pas comment j'aurais fait un truc pareil. Non, moi, ce que je voulais juste dire, c'est que l'avis du citoyen sur la justice, ce n'est pas forcément la même selon qu'il a été confronté à la justice ou qu'il n'a pas été confronté à la justice. Prenons l'exemple du citoyen Mélenchon, qui, en 2017, pendant le débat présidentiel, avait confiance dans la justice de son pays à l'époque. Il n'hésitait pas à montrer du doigt les vilains malhonnêtes qui avaient été mis en examen par les juges. On regarde. Oui, d'abord, j'ai admiré vos pudeurs de gazelle. Quand vous dites que la campagne a été polluée, je ne parle pas pour vous, madame, a été polluée par les affaires de certains d'entre vous, pardon, pas moi. Non, mais je tiens à le préciser. Ici, il n'y a que 2 personnes qui sont concernées, M. Fillon et Mme Le Pen. Franchement, ça pourrait venir. Voilà, ça pourrait venir, lui dit Marine Le Pen. C'était prémonitoire. Eh oui, voilà, Marine Le Pen avait raison. C'est pas le genre de phrase qu'on prononce tous les jours, mais là, il faut reconnaître que oui, Mélenchon aurait peut-être dû se méfier un petit peu avant de faire cet effet de manche pendant le débat, parce que quand les juges lui sont tombés sur le dos, on se souvient tous qu'il avait quand même
on va dire, modérément apprécié la démarche de la justice. Il a même écrit un bouquin sur le sujet qui s'appelait donc Un procès politique. Il a fait une conférence de presse pour présenter le livre. Et parmi les journalistes qui étaient là, certains lui ont posé la question sur la mise en examen de Richard Ferrand, donc le président de notre Assemblée, bonsoir président, qui c'était en septembre 2019. Et voilà la réponse de Mélenchon, mais alors un peu plus tard, quoi. Je ne sais rien sur cette affaire, mais je tiens à ce que tout le monde sache que je ne crois personne. Je ne crois pas les juges, je ne crois personne. Voilà, alors j'attends, et je n'ai pas confiance dans la justice. Alors pour terminer le tableau, donc comment voulez-vous que j'ai une opinion? Non, je n'ai pas confiance, c'est pas la peine de lever les sourcils comme ça. Voilà, résultat, le groupe LFI a obtenu Mélenchon, comme on l'aime. La création de cette commission d'enquête sur les obstacles à la justice. Oui, voilà, on peut remercier vraiment hyper intéressant quand on suit. Je ne dis pas que les autres commissions ne sont pas intéressantes, mais celle-là est vraiment très intéressante. D'ailleurs, ça permet de un peu mieux comprendre comment s'est jouée l'élection présidentielle. Je vous rappelle les faits. Le Canard enchaîné reçoit son petit paquet tout ficelé, il publie ça fin janvier. Il y a immédiatement ouverture d'une enquête préliminaire, ça c'est normal, donc par le PNF, par le procureur Éliane Parquet Houlette. national financier. Et puis, au bout de 3 semaines, on n'a toujours pas désigné de juge d'instruction. Donc, si on veut flinguer Fillon, vous êtes d'accord qu'il faut qu'il soit mis en examen, donc il faut ouvrir une information judiciaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le 15 février, Éliane Houlette, elle est convoquée par sa hiérarchie, et qu'est-ce qu'on lui demande? Qu'est-ce qu'ils veulent, la hiérarchie? On écoute. Parce que le choix de procédure, le choix procédural que j'avais adopté ne convenait pas pour m'engager à changer de voie procédurale, c'est-à-dire d'ouvrir une information. Et d'ailleurs, j'ai reçu une dépêche du procureur général en ce sens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, elle a reçu une dépêche, puis comme prévu, il y a eu une ouverture d'information judiciaire. Donc ça aurait pu être le juge Patricia Simon qui devait être nommé là sur le planning. On a préféré attendre un peu pour que ce soit le juge Tournaire, l'inflexible juge Tournaire. Et donc au bout de 4 jours, Fillon était mis en examen. Voilà, la campagne bascule. Et vous pensez que la justice a été instrumentalisée? Alors moi, ça me paraît assez flagrant sur cette affaire. Encore une fois, je dis quand ça paraît, c'est les apparences. Les apparences peuvent évidemment être trompeuses. Puis le deuxième truc, c'est est-ce que c'est vraiment une bonne idée de prendre l'exemple Fillon pour dénoncer les excès de la justice? C'est pas évident. Je vous montre un dernier sondage. Quand on demande aux Français est-ce que la justice est assez sévère avec les politiques, vous voyez, 68% pensent que non, la justice n'est pas assez sévère avec les politiques. Donc choisir François Fillon pour mettre en cause l'indépendance de la justice, je sais pas si j'ai fait le bon calcul, mais moi j'ai quand même un gros doute. Hugo Bernalicis, une petite réaction. On va entrer dans le détail de l'affaire Fillon et de l'affaire dans l'affaire Fillon. On a entendu la procureure Éliane Houlette, mais au fait, quand on voit Jean-Luc Mélenchon, c'est toujours un peu la même chose. Les politiques hurlent d'une justice aux ordres et les magistrats répondent d'indépendance, et depuis longtemps. Oui, c'est ce qui a motivé principalement la demande de cette commission d'enquête, vraiment de regarder à froid, de manière posée, de faire le vrai du faux, ce qui est de l'ordre du fantasme, de l'ordre de la réalité. Est-ce qu'on peut avoir des soupçons ou pas? Comment se font les nominations? Comment se fait la désignation du juge d'instruction? Est-ce qu'on en a raconté trop? Pas assez? Est-ce qu'il peut y avoir des moyens d'enquête exorbitants et disproportionnés? Quand c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut y avoir des moyens de recours? Est-ce qu'elles aboutissent? Voilà, de regarder ça dans le détail, froidement. Et je pense que c'est un beau résultat qui est celui du travail de cette commission d'enquête, au-delà de la médiatisation qui a eu lieu des suites du témoignage d'Éliane Houlette. Je pense qu'on aura fait ce bilan, peut-être un peu cru, un peu dur pour l'institution judiciaire, pour l'autorité judiciaire, mais nécessaire si on s'en empare en tant que responsable politique et qu'on en fait quelque chose derrière. Parce que si c'est juste pour dire « Ah bah oui, la justice, on peut la soupçonner parce que dans tel cas de figure, quand même, c'est un peu bizarre que ce soit un tel ou une telle qui ait ouvert une enquête préliminaire et puis pas d'instruction ou pas. » Bon, si on en reste là... Alors on verra ce que vous allez proposer, parce que ça fait longtemps qu'on parle de réforme de la justice. Il y a des syndicalistes qui sont venus, pas votre syndicat, mais FO est venu pour dire qu'ils avaient vraiment une volonté de réforme complète du... Rendre indépendant dans le parquet. Sauf que là, ce qui est très particulier, c'est que c'est une magistrate ou une ancienne magistrate du PNF qui dit « j'ai subi des pressions ». On va rentrer dans le détail dans un instant, mais en général, c'est pas comme ça. Vous avez des juges qui disent tout va bien. Tout va bien. Oui, c'est vrai. Et ça crée, peut-être Katia Dubreuil là-dessus, ça crée un émoi, pour ne pas dire un choc dans l'opinion. Oui, je pense que ce genre de propos peut être utile pour que le débat commence vraiment. Parce que les syndicats de magistrats, les trois, disent depuis des années et des années, depuis des années et des années qu'il faut changer le statut du parquet parce que ce statut fait perdurer un doute
dans l'esprit des citoyens à chaque fois qu'un acte d'enquête est décidé, pour savoir si c'était vraiment pour les nécessités de l'enquête ou c'est parce que finalement il y a eu la volonté de complaire au pouvoir ou une intervention du pouvoir. Donc le rendre véritablement indépendant, couper la tutelle avec la garde des Sceaux. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que il fera ce qu'il voudra. Il y a toujours une politique pénale qui peut être décidée par le garde des Sceaux. Les magistrats n'ont pas besoin d'être nommés par le pouvoir exécutif pour respecter la politique pénale qui est voulue. De même qu'ils n'ont pas besoin d'être nommés par le Parlement pour respecter les lois, quand ils appliquent la loi dans leurs décisions, les juges du siège. Donc c'est un raisonnement absurde de lier nomination et remontée d'informations avec politique pénale, parce que les remontées d'informations dans les affaires particulières ne sont généralement pas nécessaires pour faire la politique pénale. Olivier Marleix, depuis le début quasiment de la publication du Canard enchaîné, toute la droite crie au complot. On a parlé de cabinet noir dans l'affaire Fillon. Aujourd'hui, alors on va venir dans le détail parce que... toute la droite crie au complot, c'est-à-dire qu'on faudrait être sûr qu'il n'y a pas une partie de la droite qui a nourri l'affaire aussi, mais bon... Elle dit qu'elle revient sur ses propos. On va le comprendre un peu plus tard. Mais vous dites quoi? On le savait, c'est ça? Je crois qu'on n'est pas les seuls à s'être un peu émus de la précipitation, en tout cas, de la justice dans cette affaire. Je rentre même pas dans le fond de l'affaire qui fera l'objet d'un appel, mais c'est la procédure en pleine élection présidentielle qui incontestablement a perturbé le déroulement normal de cette élection présidentielle. Ça évidemment, ça ne peut quand même que nous faire un peu réfléchir sur ce mode de fonctionnement. Il y a deux journalistes qui ne sont pas des militants des Républicains, à ma connaissance, M. Davet et M. L'homme, qui a écrit un bouquin d'ailleurs horrible à charge horrible contre Nicolas Sarkozy en 2015 ou 2016, et puis celui sur Apocalypse Fillon, où leur analyse c'est que oui, il y a eu une volonté assez précipitée de la justice d'agir à ce moment-là, enfin d'un certain nombre de personnes, pardon d'avoir dit la justice, parce que c'est pas l'institution judiciaire dans son ensemble, mais c'est un certain nombre de personnes qui ont mis le pied sur l'accélérateur. Alors y a-t-il un problème avec la justice? Cette question de la confiance dans la justice, qui je pense est un vrai problème de haut en bas, mais y compris pour nos citoyens, nos concitoyens au quotidien, qui souffrent de classements sans suite un peu rapides, etc., etc. Problème avec la justice ou problème avec Éliane Houlette, parce qu'elle se retrouve au fond, au cœur de 3 affaires. Affaire Fillon, Sarkozy, Colère, le nom du secrétaire général de l'Élysée. On va revenir un petit peu plus dans le détail sur le fond avec ce sujet signé Ahmed Tazir. Les critiques s'accumulent sur le parquet national financier, le fer de lance de la lutte anticorruption. Depuis des semaines, les révélations s'enchaînent. Sur l'affaire François Fillon d'abord. Le 10 juin dernier, l'audition à l'Assemblée d'une ancienne responsable du PNF. Elle dénonce des pressions de la part de sa hiérarchie. Les demandes de transmission rapide des éléments sur les derniers actes d'investigation. Les premiers éléments sur les actes de la veille, avant 11 heures. Les demandes de précision. Les demandes de chronologie générale, tout ça à 2 jours d'intervalle, ou à 3 jours. J'ai été convoquée au parquet général pour, je suis allée avec 3 de mes collègues d'ailleurs, parce que le choix de procédure, le choix procédural que j'avais adopté ne convenait pas pour m'engager à changer de voie procédurale, c'est-à-dire d'ouvrir une information. Et d'ailleurs, j'ai reçu une dépêche du procureur général en ce sens. 3 semaines après, c'est la procureure générale de Paris qui est auditionnée et récuse toute instruction venue d'en haut. Je n'ai reçu dans l'affaire Fillon, comme dans tous les autres dossiers relevant de mon contrôle hiérarchique, aucune instruction de la DACG, aucune instruction du pouvoir exécutif. Et il y a aussi ces révélations dans l'affaire des écoutes visant Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog. Des investigations du parquet national financier l'ont mené à éplucher les factures téléphoniques de plusieurs magistrats et avocats. Un ténor du barreau a décidé de porter plainte. Écoutez, moi je découvre avec stupéfaction des méthodes que je qualifie de barbouzardes. Je pèse mes mots et je vais déposer une plainte. Et enfin l'affaire Alexis Colère. Là encore, l'indépendance du PNF est pointée du doigt, y compris par des magistrats. Le secrétaire général de l'Élysée de l'époque était alors visé par une enquête du parquet pour conflit d'intérêts. Versée au dossier, une lettre d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, dédouanait son collaborateur. L'enquête a été classée sans suite peu de temps après. Le PNF assure que l'intervention d'Emmanuel Macron n'était pas déterminante. Mais la relation est complexe entre le pouvoir politique et cette juridiction chargée des dossiers les plus explosifs. À l'Assemblée, la garde des Sceaux tente de rassurer.
Nous pouvons donner des instructions générales, mais nous ne pouvons pas donner d'instructions, je parle de la garde des Sceaux, d'instructions particulières dans des affaires particulières, et c'est tout à fait essentiel. Et voici le PNF sous le feu des projecteurs depuis sa création il y a 6 ans suite à l'affaire Cahuzac. L'institution a rapporté à l'État cette année plus de 2 milliards d'euros, notamment dans des affaires de fraude fiscale. Hugo Bernalicis, on commence avec l'affaire Fillon. Éliane Houlette, quand elle vient vous voir et qu'elle lâche ce mot de pression, et il va même beaucoup plus loin, hein, son verbatim, c'est de dire pression très lourde de la part de sa hiérarchie. Elle sait ce qu'elle fait, évidemment. Pourquoi elle fait ça ? Parce que c'est la vérité. Elle est plus en poste. Pourquoi elle règle ses comptes avec son ancienne chef. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais par ailleurs, c'est la vérité. Donc moi, je suis content quand un magistrat me dit la vérité parce qu'il a levé la main et qu'il a dit je le jure et qu'il est sous serment. Il dit que le parquet général lui a envoyé une dépêche, mais s'il a une dépêche et une preuve, comment Champrenault peut dire le contraire, hein? Elle nous l'a lu ce matin. Le courrier en question, il a été lu en commission par Madame Champrenault, par l'avocat général. C'était des réunions, selon elle, des réunions de travail. Oui, alors, elle change de vocabulaire, mais les faits et la temporalité des faits, ils sont là. Il y a eu des demandes du parquet général, il y a eu une demande de changer d'instruction, de passer à une instruction, de quitter l'enquête préliminaire. Donc c'est la réalité. Alors après, on peut dire pression, c'est pas des pressions de l'exécutif. C'est là où Éliane Houlette a dit attendez, moi j'ai pas dit qu'il y avait des pressions de l'exécutif, j'ai dit qu'il y avait des pressions du parquet général parce que j'étais sous pression médiatique, pression de ma hiérarchie, pression de la situation. Catherine Champrenault, elle dit que Éliane Houlette confond le mot pression, qui serait des pressions politiques, avec pression psychologique dans une affaire, évidemment, que la France entière scrutait. C'est pas juste des pressions psychologiques, il y a une vraie pression du parquet général qui demande des informations exorbitantes, et ce qui n'est pas le cas dans d'autres affaires. Comment vous expliquez qu'elle revient alors sur ses propos, Olivier Marleix? Avec une contradiction que vous n'avez pas relevée entre elles, mais Madame Houlette a énuméré un très grand nombre de demandes qui vont bien au-delà des 4, alors que Madame Champrenault, elle, ne reconnaît avoir été à l'origine de 4 demandes. Donc il y en a une des deux qui n'a pas raconté la vérité sous serment, quoi. Combien il y a de demandes d'informations de la part du parquet général? On ne le sait pas. Dans cette affaire, il y a eu beaucoup d'autres éléments quand même qui suscitent réflexion. Le choix de la qualification, par exemple, c'est un sujet qui n'est pas neutre. La procureure générale, Mme Champrenault, nous a dit que jusqu'à présent, les affaires de soupçons d'emploi fictif de la part d'élus étaient traitées en abus de confiance. Et qu'elle a clairement innové dans cette affaire en ouvrant une enquête préliminaire, enfin, elles ont ouvert une enquête préliminaire, et ensuite cette information judiciaire sur la recherche de détournement de fonds publics. L'enjeu, c'était quoi derrière? L'enjeu, c'était est-ce que c'est le PNF qui garde le dossier? Est-ce que c'est le pôle financier ensuite? Ou est-ce que c'était le procureur de Paris qui récupérait l'affaire avec un traitement qui aurait peut-être été un peu différent? Donc elle a choisi une qualification pour garder le dossier. Pour que d'abord le dossier soit au PNF, effectivement, et ensuite reste entre les mains de ces propos, financiers. Katia Dubreuil. Je peux me permettre, c'est quand même toujours le problème, c'est d'interpréter les faits en fonction de c'est parce que tel voulait garder le dossier, voulait manipuler, etc. Il n'y a aucun élément dans ce qu'a dit Éliane Houlette qui permette de penser qu'effectivement il y a eu une émission du pouvoir exécutif dans la conduite de cette enquête. Il y a des raisons objectives qui montrent qu'effectivement il fallait se dépêcher de faire cette enquête parce que sinon elle allait être prescrite. Donc moi je veux bien qu'on dise que la justice doit laisser prescrire les enquêtes parce que sinon c'est quand même un indice qu'il y a une immixtion du pouvoir politique. Mais alors, pour bien comprendre, parce problématique. que Éliane Houlette, elle s'est confiée à Paris Match cette semaine, elle fait même la une de cet hebdomadaire et elle revient largement sur ses propos en disant si j'avais su que le mot pression allait générer une telle polémique, je ne l'aurais pas prononcé. S'il n'y a pas de pression politique, comme vous me semblez le dire, s'il y a une pression de la hiérarchie, est-ce que c'est déjà un problème? Je n'y suis pas, j'étais pas entre les deux. Je dis juste qu'elle dit devant les députés qui est illégal. Contrôle très étroit. Un contrôle très étroit, c'est une pression très lourde. Oui, mais bien sûr, parce que c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on demande que ces remontées d'informations soient supprimées à l'avenir dans toutes les affaires et que le parquet soit nommé autrement. Parce que peut-être qu'il y a certains procureurs, quand ils reçoivent des demandes incessantes de leur parquet général, qui peuvent se dire ah bah tiens, ça remonte, il y a l'œil au-dessus du pouvoir exécutif, de la ministre de la Justice. Est-ce qu'on attend quelque chose de moi? Voilà. Vous, votre conviction, parce que là, sur ce plateau, on a l'air très clair sur l'affaire Fillon. Il y a eu très clairement une immixtion du pouvoir politique pour accélérer le dossier. Est-ce que non, je dis des deux côtés. Non, moi je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Il n'y a pas d'immixtion du pouvoir politique pour accélérer l'enquête. Monsieur Marleix, on n'est pas d'accord ensemble. Non, je ne l'ai pas dit comme ça. Vous le laissez penser. Non, c'est peut-être même pire que ça. C'est-à-dire qu'il y a des magistrats qui donnent le sentiment, je dis bien, par sans doute imprudence, par d'être eux-mêmes animés. Voilà ce que je dis. Et
c'est exactement ce que disent M. Davet-Lhomme. Donc c'est le zèle de la magistrature qui d'eux-mêmes vont plus vite. Pas sereine, en tout cas, de la justice. Je dis juste que, comme imprudence. Eliane Houlette, en témoignant de la sorte, elle fait preuve d'indépendance. Elle ne fait pas preuve de dépendance, elle fait preuve d'indépendance. Alors comment vous expliquez qu'elle revient sur ses propos? Elle revient pas vraiment sur ses propos. Et elle ne revient pas vraiment sur ses propos, c'est clair. Elle dit juste, j'ai subi des pressions. J'ai ressenti comme étant des pressions les demandes incessantes du parquet général. C'est une réalité. Il y a eu des demandes incessantes du parquet général qui ne se retrouvent pas dans d'autres affaires. La question pour nous, c'est pour ça qu'on auditionnait à nouveau Mme Chanrenaud, c'est de se dire à quoi ont servi ces demandes? C'était quoi l'objectif? Est-ce que c'est de remonter au ministère? Et ensuite, quand on fait les ministres, je rappelle que c'était M. Urvoas qui a lui-même été jugé par la Cour de justice de République pour avoir utilisé ces informations au profit de M. Solaire. Donc, excusez-moi, mais le doute est permis. Il y a eu des précédents. Le doute est permis. Qui brandissant. Est-ce que vous croyez qu'on va faire des remontées sur l'affaire Sarkozy qui brandissait justement le doute est permis. C'est tout le problème. Et sur la célérité de l'enquête du PNF. C'est ça le sujet. C'est que c'est l'objectif du PNF de faire des enquêtes rapides sur tous les sujets. Est-ce que pour Fillon, ça a été plus vite que dans d'autres affaires, y compris celle du PNF? Peut-être un peu plus, mais on comprend pourquoi. Ça allait être l'élection présidentielle. Donc soit il faut purger le sujet maintenant, tout de suite, très vite, soit il faut attendre l'après-présidentielle. Donc c'est clair qu'à un moment donné, il y a un arbitrage, et tout le monde se dit, en tout cas au sein du PNF, c'était le choix qui a été fait, si il y a des faits, des infractions qui ont été commises, c'est le moment de le savoir pour les Françaises et les Français. Dubreuil, les propos d'Eliane Houlette n'ont en rien pesé sur le jugement de François Fillon, puisqu'il a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes, 375 000 euros d'amende et une peine d'inéligibilité de 10 ans. C'était lundi dernier. Ça, c'est normal ? Vous auriez Il n'y a aucun rapport entre l'examen des faits, des preuves, des éléments de preuve qui sont rapportés dans le dossier pour pouvoir savoir si on doit rentrer en voie de condamnation parce qu'il y a suffisamment de preuves et décider d'une peine en fonction de la gravité des faits, et puis ce que Mme Houlette a indiqué. Je veux dire, une fois que le dossier il est devant le tribunal et qu'il y a des éléments d'enquête qui, pour le tribunal, sont suffisants pour condamner, ça n'a aucun rapport avec ce qui a pu se passer effectivement. Je trouve qu'il y a quand même Vous pensez que le jugement aurait dû être peut-être différé au regard des propos sur la pression subie par Eliane Houlette? Ça ouvrait en tout cas, il y aura, on ne pas avancé dans la procédure, il y aura une procédure en appel, ce sera sans doute l'occasion pour la défense de faire valoir un certain nombre d'éléments. Oui. Mais quand on voit comment le PNF, par exemple, s'est acharné, on peut dire acharné, sur la question des écoutes de Sarkozy, convaincu que il y a eu des fuites, chercher absolument la taupe. Alors justement, un mot quand même sur cette affaire Sarkozy. Puis ensuite, il y a des enquêtes pas contradictoires, sans limite de temps, secrètes. Ça, c'est l'enquête préliminaire. C'est la loi. C'est le principe de l'enquête préliminaire. Encore une loi qu'il faudrait changer, effectivement. Mais les magistrats appliquent la loi. L'enquête préliminaire, il n'y a aucun recours possible. Alors, je voudrais qu'on avance sur... Je voudrais juste préciser sur l'histoire des fadettes. Voilà, l'affaire Sarkozy. Il faut préciser les choses parce que tout le monde... Ça me gêne un peu d'entendre une magistrate quand même dire que les magistrats, là-dessus, on a juste appliqué la loi. On a une enquête préliminaire qui dure 5 ans. Je répondais au fait qu'il n'y avait pas eu de recours, etc. Je voudrais rappeler aux gens qui nous regardent à quel point une enquête préliminaire, on ne peut pas faire grand-chose. Elle ne peut pas durer 5 ans. L'enquête préliminaire était censée durer 4 mois. Le Code de procédure pénale prévoit de préciser la durée. Ce sont des délais indicatifs qui durée indicative peut-être. C'est tout le temps comme ça. Le Code de procédure pénale, vous dites qu'il faut appliquer la loi, vous êtes magistrate. Non, ce sont des délais qui sont indicatifs. La loi dit ça. Bon, c'était 4 mois. Ça dure 5 ans. Truc absolument délirant. Non, c'est pas délirant. Pour ceux qui nous regardent, malheureusement, sur l'affaire Sarkozy. Madame Chanrenaud était au courant de cette affaire. Elle nous a dit que dès 2016, au milieu, ça faisait 2 ans. Des écoutes téléphoniques. Non, mais pardon, de quoi on parle? On parle des fadettes. Ce ne sont pas des écoutes téléphoniques. Dans le cadre d'une enquête préliminaire. Non, mais les premières écoutes téléphoniques, puis des fadettes d'avocats. À la demande d'un vice-procureur du PNF, sont épluchées les fadettes de dizaines de magistrats, dizaines d'avocats, de magistrats, y compris M. Van Ruynbeek, y compris Mme Houlette. C'est absolument spectaculaire. C'était donne le sentiment quand même que tout ça est une vraie pétaudière. Pour essayer de savoir qui était la taupe qui avait renseigné du fait que le téléphone de Paul Bismuth était celui de Nicolas Sarkozy. Enquête d'autant plus aberrante que 8 jours avant, on a une information judiciaire conduite par un juge d'instruction qui a été ouverte exactement sur le même sujet, c'est-à-dire pourquoi ont-ils acheté un téléphone. Est-ce que rien n'est illégal une enquête sur parallèle ces et fadettes d'avocats? Ça, c'est absolument anormal. Elle dure 5 ans. Et on peut là, on a discuter un dysfonctionnement au sein du PNF. On peut discuter sur la proportionnalité de ces actes d'enquête. On peut discuter du fait... Elle vous choque, cet acte de fadette? Alors, d'abord, moi, j'évite en général, contrairement à la plupart des gens, de porter une appréciation sur une enquête dont j'ai des éléments épars dans la presse, dont je ne sais pas tout, je ne sais pas
je n'ai pas tous les éléments pour apprécier la proportionnalité, effectivement, entre le fait de regarder les fadettes des avocats et les investigations qu'on voulait faire. Donc je ne peux pas répondre à cette question. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a rien de contraire à la loi, puisque la loi ne prévoit pas de protection des fadettes des avocats ni des bornages des avocats, ce qui est peut-être un problème et qu'il faut discuter, il faut avancer là-dessus. Que par ailleurs, l'enquête préliminaire qui dure très longtemps, malheureusement, c'est le cas dans beaucoup d'affaires, ça n'a rien d'aberrant ou d'incroyable. Que le fait qu'on ouvre une enquête incidente et qu'on ne le fasse pas dans le cadre de l'instruction, c'est aussi une pratique qui est extrêmement courante. Donc des choses qu'on présente tout le temps comme aberrantes correspondent en réalité à des pratiques habituelles et parfois problématiques. Il faut préciser quand même que la garde des Sceaux a ouvert une enquête auprès de l'inspection générale de la justice dans cette affaire des fadettes d'avocats, ce qui est très rare, et que dans la première affaire Fillon, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui est saisi. Elle vous choque, vous, cette étendue, cette possibilité, c'est pas illégal que le PNF puisse aller jusqu'à aller regarder les téléphones et les factures détaillées des avocats qui sont dans l'entourage des avocats de Nicolas Sarkozy. Et ça ne me choque pas d'aujourd'hui. On l'avait d'ailleurs dénoncé dans les perquisitions de la France Insoumise qui était sous le cadre d'une enquête préliminaire. Nous avions nous-mêmes demandé à ce qu'une information judiciaire soit ouverte justement pour pouvoir avoir du contradictoire le droit de la défense. Alors après, même quand vous rentrez dans le détail, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'aujourd'hui, même s'il y a une information judiciaire, nous n'avons toujours pas accès au dossier. Bon bref, c'est une autre histoire. Mais oui, parce que j'ai défendu des amendements qui vont dans ce sens pendant le projet de loi justice de 2019 pour restreindre le périmètre du procureur de la République et améliorer celui du juge d'instruction. Vous emmenez sur la question de ce parquet national politiquement du début à la fin. Bon. Est-ce qu'il a trop de pouvoir? Est-ce qu'il est trop indépendant? Est-ce qu'il peut faire trop de choses? Faut-il supprimer le PNF? On va écouter Didier Paris, qui est magistrat de profession, député La République En Marche. Le PNF a montré toute sa valeur. Nous avons besoin d'un parquet national, ou en tout cas d'un parquet puissant, qui puisse répondre aux plusieurs centaines de procédures annuelles sur les problématiques de probité, de délits financiers graves, qui posent de nombreuses difficultés. Si nous supprimons le PNF, nous supprimons un des éléments déterminants de poursuite pénale en matière économique et financière grave. Alors vous allez réagir, mais je salue Raphaël Legendre. Bonsoir, chroniqueur dans cette émission et journaliste à l'opinion. J'y arriverai jamais. Alors, comment est né ce parquet national financier? Oui, alors on a parlé beaucoup de politique ce soir, mais le PNF, il est né d'une histoire de fraude fiscale. Souvenez-vous, en 2013, c'était l'affaire Cahuzac, tout le monde s'en souvient très bien. Et au moment de la création du PNF, on lui donne 2 compétences. La première, les atteintes à la probité. C'est tous les sujets dont on a parlé ce soir. Corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics. Mais aussi atteinte aux finances publiques. C'est quoi? Ce sont les affaires de fraude fiscale aggravée, blanchiment de fraude fiscale ou escroquerie à la TVA. Des affaires lourdes en général. C'est par exemple grâce au PNF que l'année dernière, Google a dû payer 1 milliard d'euros d'arriérés d'impôts. Ce n'est pas rien pour les caisses de l'État. C'est sûr. Alors depuis la création du PNF, on n'a pas arrêté en réalité de durcir les mesures et la loi autour de la lutte contre la fraude fiscale. En 2014, création d'une police fiscale au sein de la police judiciaire. C'est plus de 200 personnes qui y travaillent aujourd'hui. En 2016, adoption d'une loi sur la transparence de la vie économique qui a créé notamment l'Agence française de lutte contre la corruption. Au même moment, à Bercy, on a envoyé des informaticiens pour faire du data mining. C'est quoi le data mining? C'est recroiser des données informatiques pour mieux traquer la fraude fiscale. En 2018, rebelote, Gérald Darmanin arrive à l'Assemblée avec sa loi de lutte contre la fraude fiscale qui crée cette fois-ci une police au sein des inspecteurs des impôts à Bercy, qui doublonne un peu avec celle de l'intérieur. Du coup, ça a permis vraiment un pas de géant en matière de lutte. On rémunère à ce moment-là les aviseurs. Les aviseurs, ce sont des anonymes qui donnent des informations à Bercy, des filons pour trouver les fraudeurs. Et depuis l'année dernière, vous avez même des inspecteurs des impôts, qui surveillent les réseaux sociaux pour voir si vous n'avez pas un train de vie qui n'a rien à voir avec votre déclaration fiscale, pour faire court. Bon, alors tout ça pour quel résultat? Tous les 2 ans, on en a remis des couches. En réalité, c'est plutôt mitigé. La Cour des comptes a publié un rapport en 2018. Que nous dit la Cour des comptes? Bien qu'entre 2012 et 2016, la délinquance économique et financière a en réalité progressé de 24%. Pourquoi? Parce que cette fraude est de plus en plus organisée, les réseaux de blanchiment se professionnalisent et surtout, ils ont un recours accru
aux nouvelles technologies. D'où l'intérêt du data mining, notamment à Bercy. Alors, ça n'a pas servi à rien non plus. Bercy, pas plus tard qu'hier, a rendu les chiffres définitifs de la lutte contre la fraude fiscale en 2019. C'est 11 milliards qui ont été redressés l'année dernière, 2 milliards de plus que ce qui était prévu. C'est à peu près en réalité ce qu'on fait depuis plusieurs années. C'est plutôt un bon cru, 11 milliards. La dernière fois, c'était en 2015. Mais on voit que ces lois répétées, qui ont durci le régime au fur et à mesure, ont en réalité assez peu porté des fruits. On reste sur un rythme à peu près étal. Olivier Marleix, le bilan n'est quand même pas mauvais. Non, j'ai un 11 bilan. milliards. Oui, alors là, pardon, je trouve qu'il y a beaucoup d'exagération. On nous fait croire que subitement, la naissance du PNF aurait permis de faire des miracles. C'est pas vrai. Il y avait avant beaucoup d'autres services spécialisés. Il y avait un service central de prévention de la corruption. Il y a Tracfin. Il y avait des services d'enquête spécialisés. On n'a pas attendu la création du PNF, Madame Moulette, pour sortir des affaires comme Elf, Urba, etc., qui vous disent sans doute. Vous reconnaissez quand même qu'il y a beaucoup d'affaires depuis son existence qui ont été. Il y a des affaires qui sont amenées, parce que les choses ont changé aussi. Donc, il y a l'affaire UBS, c'est un lanceur d'alerte qui l'amène. C'est pas le travail du PNF qui lui permet de la sortir. Société Générale, pour quelle raison payer 2 milliards. Vous voulez sa suppression ou son aménagement, sa réforme? Pardon. Je dis juste qu'il faut modérer un peu cette vertu magique qu'a eu le PNF de sortir des affaires économiques. En réalité, on avait déjà la capacité de le faire. Moi, mon inquiétude au moment de la création du PNF, c'était la possibilité de mainmise du pouvoir en centralisant toutes les affaires politiques. Puisque c'est aussi ce que disent les textes, c'est que désormais, toutes les affaires politiques peuvent être appelées, politico-financières, peuvent être mises entre les mains d'un seul procureur. Donc c'est pour un pouvoir qui choisirait bien ses procureurs, ce qui peut arriver, Madame la Présidente, c'est une façon de pouvoir mettre la main sur toutes les affaires politiques dans un pays. Ça m'a paru dangereux dès le départ. L'histoire montre que c'est effectivement... mais c'est une question de pratique, peut-être, plus que de droit. Katia Dubreuil, toutes les affaires politico-financières en un seul guichet. C'est justement une question de droit. Et effectivement, le syndicat de la magistrature et je crois d'autres organisations syndicales de magistrats ont fait cette critique lors de la création du PNF. Pour nous, c'était essentiellement une manière de dire on va faire quelque chose. Donc on crée un service centralisé. C'est souvent la réponse qu'apporte le politique quand il y a tout à coup la volonté de répondre à un besoin sociétal. Et donc on avait dit mettre entre les mains, vu que le statut du parquet n'évolue pas, c'est un problème. Le problème n'est pas seulement celui du PNF, il est celui de tous les procureurs de France par rapport à un statut qui garantit insuffisamment, en tout cas aux yeux des citoyens, je pense, la confiance qu'on peut avoir dans la justice. Donc c'est un problème qui est plus général. Et si c'était un autre procureur qui avait traité cette affaire, on aurait pu dire aussi que ce procureur n'avait pas les conditions de garantie suffisantes. En revanche, quand vous dites que le PNF n'a pas eu de résultat, c'est faux, parce que pour le coup, et ça c'est un effet bénéfique de cette création, il y a eu du coup un élan. On a mis au début 5 magistrats, maintenant ils sont 15, donc ça reste très peu. Et quand vous dites qu'on avait déjà les moyens... Ouais, en ce moment, ils sont plutôt 16, je crois, dans les faits, mais enfin bon. Quand on vous dit qu'on avait les moyens et que ça n'a pas changé grand-chose, en fait, non, on n'avait pas les moyens et on les a toujours pas, parce qu'on n'a pas de service d'enquête suffisant pour enquêter sur ces affaires. Alors, on ne donne pas des moyens. C'est le choix de quoi? Plus de moyens et une indépendance réelle des parquets en France. Voilà ce que le syndicat de la magistrature propose. Vous aurez le mot de la fin, Hugo Bernalicis. Impeccable. Vous souhaitez le conserver, ce PNF, qui le rendre encore plus indépendant, mais oui, alors il y a la réforme du parquet, qui doit concerner tout le parquet, pas juste le PNF, évidemment. J'ai rendu un rapport en mars 2019 sur les moyens mis en œuvre par l'État dans le cadre de la lutte contre la délinquance économique et financière. Et il y aura un autre rapport qui débutera ses travaux en septembre prochain, rapport d'application sur le même sujet. Donc on refera un cycle d'audition. Et pour affiner vos chiffres, effectivement, c'est 18 en rythme de croisière. En ce moment, c'est 16 parce qu'il y a des mutations, des départs en retraite, comme chacun l'a vu. Bon, sur le PNF en tant que tel. Mais regardez, que nous a dit Jean-Michel Ayat tout à l'heure, quand il était président du tribunal de Paris. Il dit oui, mais attendez, il y a le PNF, on a mis des gens, mais on a retiré des juges d'instruction. Et il me faut des moyens supplémentaires pour avoir des juges d'instruction en matière de délinquance économique et financière. Donc si c'est pour habiller Paul, pour déshabiller Jacques, c'est pas possible. C'est globalement qu'il faut augmenter les moyens de lutte contre la délinquance économique et financière. Il faut plus de gens au parquet, mais surtout beaucoup plus de gens au siège, parce que ça offre les garanties de procédure qu'on a entendues tout à l'heure, le contradictoire et une forme de spécialisation. Pourquoi le PNF, c'était une plus-value, même si on peut être opposé à une instance nationale et qui concentre tout? C'est que c'est une matière où vous devez vous spécialiser. Déplucher les comptes de sociétés offshore, de machin, etc. Ne pas les mettre que sur le politique.
Non, mais ne pas les mettre que sur quelques affaires politiques. on est d'accord. Et Allez. moi, je pense qu'un parquet territorialement compétent pourrait traiter des affaires politiques. On va s'arrêter sur ce point d'accord. Bons travaux, messieurs. On sera attentifs à vos propositions de réforme. Merci d'être venus sur le plateau d'LCP. On va maintenant revenir sur cette semaine cruciale d'audition sur la crise sanitaire. La commission d'enquête a entendu les 4 derniers ministres de la Santé. Ce matin, c'était Xavier Bertrand, ministre de Nicolas Sarkozy de 2010 à 2012, temps fort compilé par Marion Becker. Depuis la loi de 2007, c'est au ministre ou à son représentant de s'assurer justement que le nombre de masques sera suffisant. Je veux être le plus précis possible sur 2011 parce que j'ai entendu beaucoup de choses, des vertes et des pas mûres, et j'ai vu de la part de certains responsables politiques un réflexe quasi pavlovien à dire 2011. Je ne suis dupe de rien. Je ne suis dupe de rien. Soit ils n'ont pas bien lu les instructions, soit ils savent à quel moment il y a eu un changement, mais ils ne veulent pas faire état de la date. En 2011, qu'est-ce qui se passe? En 2011, vous avez un avis du Haut Conseil de la santé publique relatif à la stratégie à adopter concernant le stock d'état de masques respiratoires. Et il est dit à l'époque que le masque FFP2 doit être en priorité réservé, utilisé par les professionnels de santé qui sont les plus exposés. Donc on ne dit pas qu'il n'en faut plus, on ne dit pas qu'il en faut moins. Ça ne nous amène absolument pas à changer en quoi que ce soit notre doctrine concernant le nombre de masques à commander. Dans les stocks tactiques, il n'a jamais été prévu qu'il y ait de masques. Il n'y a pas de masques dans les stocks tactiques. Les stocks tactiques, c'est en quelque sorte, vous voyez, les gros camions qu'il y a dans les hôpitaux, dans les SAMU et les SMUR. C'est ça. Donc on ne va pas stocker des masques là-dedans. Dans l'instruction ministérielle de 2011, il n'y a pas de masques. Les masques resteront toujours dans les stocks stratégiques. Il n'y a pas de partition entre ces masques, ni dans mon instruction, ni dans l'annexe. En 2013, vous avez une doctrine de protection des travailleurs face aux maladies hautement pathogènes à transmission respiratoire qui a été établie le 16 mai 2013 par le secrétariat général de la Défense nationale et qui précise à sa pachette, dans le point 6, la chose suivante. Il revient à chaque employeur de déterminer l'opportunité de constituer des stocks de masques pour protéger son personnel. Si vraiment les doctrines de 2011 avaient tout changé et avaient tout cassé, pourquoi 2 présidents de la République, 4 premiers ministres, si je ne me trompe pas, 3 ministres de la Santé? Si cette doctrine n'était pas la bonne, pourquoi ne pas l'avoir changée? Disons les choses très clairement. C'est un problème d'argent quasiment du début jusqu'à la fin. Parce que des masques, ça coûte cher, parce que des masques, à part en cas de crise, on ne s'en sert pas, que d'autre part, des masques ne sont pas éternels. Et je l'ai dit, il y a toujours une logique qui est une logique budgétaire qui s'est imposée, et encore plus au fil des années. Et est-ce que les logiques financières, comptables et court-termisme, ça doit nous empêcher d'être suffisamment protégés? Moi, j'ai ma réponse, c'est non. Et voilà aujourd'hui pourquoi on en est arrivé là. Bonsoir Isabelle Florennes, merci d'être là. Vous êtes députée MoDem des Hauts-de-Seine et porte-parole du parti de François Bayrou à l'Assemblée nationale. Bienvenue sur ce plateau, Patricia Chaplotte. Vous êtes communicante, directrice générale d'Opscotch Décideur. Stéphanie Despierres de la rédaction d'LCP qui a suivi toutes ces auditions est avec nous également. Et je salue Camille Saferis qui nous fait découvrir, comme chaque jeudi soir, les députés autrement. On se retrouve dans un instant. Stéphanie, on commence avec vous. Que faut-il retenir de ces auditions? La semaine a commencé fort avec Agnès Buzyn, c'était mardi. Et cette question centrale, l'ancienne ministre de la Santé savait-elle qu'il n'y avait quasiment plus de stock de matériel disponible? Eh bien non, Myriam, face aux députés, Agnès Buzyn a reconnu qu'elle n'avait pas eu connaissance de la faiblesse des stocks de masques, en tout cas pas avant fin janvier. Elle passe alors une commande, mais c'est déjà trop tard, l'épidémie est déjà là. Agnès Buzyn estime aussi qu'une ministre n'a pas à être au courant de manière précise des stocks, que c'est du ressort de son administration, notamment de l'agence Santé publique France. Mais alors ce n'est pas du tout l'avis de ses prédécesseurs au ministère de la Santé. Écoutez. Voilà, la ministre n'a pas à connaître de la totalité des produits en stock à Santé publique France. Ce que je dois m'assurer, c'est qu'il y a une chaîne de commandement et qu'il y a des gens en charge et que les doctrines sont publiées. Ça, je l'ai fait. Est-ce qu'être ministre, c'est être au courant de tout? Oui. Et si on n'est pas au courant de quelque chose,
s'arranger pour le savoir, c'est-à-dire tenser son directeur de cabinet, le directeur d'une administration centrale, pour que les renseignements vous parviennent dans l'heure. On sait qui fait quoi. Il y a des gens qui prennent des décisions. Évidemment, une ministre ne va pas compter les ampoules à Vitry-le-François. Je vous le confirme. Mais une ministre, elle marque des orientations, elle prend des arbitrages et elle est amenée, à certains moments, à poser des questions et à regarder sur certains sujets qui lui sont posés, quelle est la position qu'elle prend. Voilà, un rhabillé pour l'hiver. Alors, ça, c'était pour les stocks de masques. Il y a l'état, la qualité même des masques. Et là encore, c'est parole contre parole. Pourri pour les unes, utilisable pour les autres, c'est ça? C'est exactement ça. Marisol Touraine et Agnès Buzyn sont d'accord sur les chiffres au départ. Quand la socialiste Marisol Touraine quitte le ministère de la Santé en 2017, il y a un peu plus de 750 millions de masques chirurgicaux. C'est vrai, Agnès Buzyn l'a confirmé. Mais en 2018, un audit conclut que plus de la moitié de ces masques sont inutilisables, bons pour la poubelle. Selon les services d'Agnès Buzyn, ils seront détruits. Marisol Touraine, elle conteste cette version. Elle explique que ces masques n'avaient pas de date de péremption, que ces masques étaient contrôlés régulièrement. C'est donc, comme on disait, parole contre parole, et les députés cherchent encore un peu la vérité. Et puis, il y a eu le show Bachelot. Et oui, audition très théâtrale à l'image du personnage. Roselyne Bachelot a été ministre de la Santé de 2010 à 2012. À l'époque, rappelez-vous, on lui avait reproché d'avoir commandé trop de masques, trop de vaccins contre la grippe A, alors qu'il n'y avait pas finalement eu d'épidémie. Eh bien, hier, devant les députés, celle qui a eu raison avant tout le monde a savouré sa revanche. Elle a tiré les leçons de cette crise du coronavirus et elle a lancé une violente charge contre les médecins. J'ai entendu un représentant d'un syndicat de médecins dire « Nous n'avions pas de masque dans nos cabinets, mais enfin, des médecins qui n'ont pas de masque dans leur cabinet, qui ne se constituent pas un stock, nous n'avions pas de blouse, mais enfin, on attend que le préfet ou le directeur de l'ARS vienne avec une petite charrette porter des masques ». Mais qu'est-ce que c'est que ce pays infantilisé? Il faut quand même un peu se prendre en main dans ce pays. C'est ça la leçon qu'il faut tirer. Isabelle Florennes, vous êtes d'accord avec... vous savez combien de vues ça a fait, cette vidéo, sur oui, je l'ai vu. Le réseau, le compte Twitter d'LCP? On est à plus de 600 000 vues. Ouais. À la fin de cette vidéo, Roselyne Bachelot, elle dit s'il faut tout demander au seigneur du château, on est mal. Vous êtes d'accord avec elle? Oui, je suis assez d'accord avec Roselyne Bachelot. J'ai salué d'abord son audition hier et la grande leçon de politique qu'elle a donnée sur la crise qu'elle a gérée. Le fait qu'elle ait été à l'époque très critiquée sur la méthode qu'elle avait mise en place, sur la prévention, alors comme elle l'a très très bien expliqué d'ailleurs durant cette audition. Mais elle dit qu'elle ne fait pas de leçons, mais là elle en fait très clairement. Pour les médecins qui quand même manquaient de un ressources. Médecin en crise sanitaire, moi j'en connais, qui était équipé, et puis il y a les autres. C'est vrai qu'elle a été très appréciée, je crois, par les personnes qui ont lu ou qui ont regardé les vidéos, parce qu'elle dit qu'il faut quand même aussi à chacun de prendre ses responsabilités. Un médecin peut être confronté très régulièrement à un problème sanitaire. Et là, c'est une crise sanitaire massive. Vous imaginez bien qu'ils n'avaient pas les stocks de masques nécessaires dans leur placard pour faire face. Évidemment, par rapport à la pandémie, évidemment, elle se place aussi les médecins dans sont pas un contents contexte. ce soir, Sa leçon, entre guillemets, de politique, c'est sur une période tout à fait particulière. Et l'audition le fait très bien. L'audition, je considère que c'est un beau moment pour la commission d'enquête, pour les députés, d'avoir eu l'occasion d'échanger avec elle et qu'elle ait pu placer aussi cette commission à un bon niveau. Parce que, globalement, une commission d'enquête, c'est pas un tribunal non plus. Alors justement, il y a la hauteur de vue de Roselyne Bachelot, Patricia Chaplotte, avec ses quelques petites piques. Et puis il y a la voix presque éteinte d'Agnès Buzyn, vacillante parfois, qui quand même jusqu'au bout, pied à pied, s'est défendue. Mais parfois, c'était presque gênant de la regarder parce qu'on sentait qu'elle était presque en difficulté sur le temps long. Comment sur la forme vous regardez ce genre d'audition-là? Il y a plusieurs choses. D'abord, il faut rappeler ce que la commission d'enquête, vous êtes des parlementaires, vous savez, mais pour les personnes qui nous écoutent, on juge de la responsabilité politique, non pas pénale, non pas judiciaire, etc. Ce n'est pas un tribunal, comme vous le dites. Donc ça, il faut que les gens le comprennent. Vous êtes des représentants du peuple, donc en tant que représentants du peuple, vous voulez comprendre comment fonctionnent les institutions. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça. Ensuite,
ce qui a changé, c'est la retransmission en direct. Et j'ai recherché tout à l'heure, puisque à l'époque j'étais au ministère de la Justice, il y a eu l'affaire d'Outreau. Ça a été la première commission d'enquête qui a été retransmise en direct en février 2006. Et la France entière s'est arrêtée pour regarder le juge Burgot, qui transpirait, qui était mal, qui parlait. C'était horrible. On avait de la peine pour lui. Et Agnès Buzyn... Et qui a abouti finalement à changer le jugement final et l'acquittement des... Mais c'est vrai que du coup, ces commissions d'enquête, il faut comprendre à quoi elles servent. Et il faut comprendre aussi que pour moi, la médiatisation et la retransmission en direct... c'est quelque chose qui a complètement changé. Mais elle est souhaitable, c'est salutaire d'un point de vue démocratique, cette transparence. On va dire que si elle n'était pas ouverte, mais ça a fonctionné pendant des années comme ça, entre la création des chaînes et 2006, de mémoire. Moi, j'ai un doute sur le sujet. Quand on voit Agnès Buzyn... qui peut-être n'avait pas eu le temps de préparer les choses, j'en sais rien, 4 heures d'audition. Burgot, 10 heures d'audition. Il y a des moments, il y a des pseudo-coupables, de présumés coupables, même de viol d'enfants, qui ne sont pas auditionnés aussi longtemps. Donc moi, et en plus, on est quand même très très loin de ce qui se passe aux États-Unis, notamment dans les commissions d'enquête. Mais nous sommes en France et on part de loin. Et j'ai envie de dire qu'il faut faire attention de ne pas transformer une commission d'enquête en tribunal populaire. On voit l'exercice Roselyne Bachelot, qui est plutôt confortée parce qu'elle a été effectivement très maltraitée. L'histoire lui donne raison. L'histoire lui donne raison, et tant mieux pour elle. En plus, aujourd'hui, elle est journaliste, donc elle s'exprime bien, elle est plutôt à l'aise. Bon, Agnès Buzyn, elle passe une mauvaise période, elle arrive, elle fouille dans ses feuilles, et moi j'ai discuté avec des gens, on était assez mal à l'aise de la regarder comme ça. C'est pour ça que moi... Et elle avait à peine digéré sa défaite cinglante à la mairie de Paris. C'est pour ça qu'en termes de communication, la retransmission en direct, c'est pas simple, et ça fait un peu jeu du cirque parfois. Isabelle Florennes, il y a une soif de coupables qui monte dans le pays, on est à plus de 80 plaintes contre des ministres, alors c'est des plaintes contre X ou devant le procureur de la République, ou bien des plaintes devant la Cour de justice de la République. Est-ce que vous pensez que ce qui est en train de se jouer là, et qui est très regardé par les Français, ça peut, au fond, apaiser, atténuer cette soif de coupables, pour, au fond, remettre à plat une sorte d'épreuve de vérité sur ce qui nous est arrivé? Moi, je suis tout à fait pour le maximum de commissions d'enquête. Il y en a une à l'Assemblée nationale, il y en a une au Sénat, il y aura une commission indépendante. Je pense que les Français, en tout cas les gens qui regardent, ont envie, la preuve, de comprendre. Et que je pense quand même que ces auditions aident à comprendre la complexité de la prise de décision, dans tout ce que ça représente aussi, de méandres administratifs, l'administration sanitaire, et d'incapacité, malheureusement, de frustration ou d'incapacité pour un ministre, ce qui est troublant quand même, dans ce qui peut se dire dans les différents... Certains disent « je dois savoir », et d'autres disent « je n'ai pas à savoir ». On déterminera, et c'est le rôle du parlementaire que d'être dans le contrôle de ça, En général, dans les commissions d'enquête, chacun renvoie la patate chaude à l'autre. J'espère qu'en tout cas, ces commissions, et on entend un certain nombre même de médecins s'exprimer sur ce sujet, j'entendais Philippe Juvin qui disait la même chose, il ne faut pas que ça soit des tribunaux, si on se place dans l'idée qu'on tire les enseignements de cette pandémie, notamment sur la question qui a été évoquée, sur la question des masques, parce qu'on voit bien qu'il y a eu un problème, qu'on voit bien qu'on n'avait pas les stocks stratégiques, pourquoi on en est arrivé là, quelle est la défaillance derrière administrative. Là, on est dans notre rôle de parlementaire. C'est pour ça que c'est intéressant. Et c'est pour ça, je pense quand même qu'en termes de pédagogie, de la prise de décision, il y a un intérêt de comprendre que c'est complexe, que c'est compliqué aussi. Mais on voit quand même que ceux qui ont plus de talent de communicants, qui savent mieux s'exprimer que d'autres, qui sont plus à l'aise. Il y a des personnages qui émergent. Parce que il y a des personnages pour les députés, c'est un moment fondamental dans une carrière de député. Parce que c'est là qu'il y a un peu de pouvoir, pardon de le dire, mais en Ve République, c'est compliqué d'avoir des marges de manœuvre. Ils se sont tous battus pour être... Il y a Éric Ciotti, qui est rapporteur de cette commission, vous l'avez observé. Alors, Éric Ciotti, c'est plutôt un puncher. Et là, il se révèle plutôt tatillon, précis, redoutable. C'est vrai qu'Éric Ciotti, là, il est totalement dans un rôle il est rapporteur, respectable, calme. C'est pas comme ça, on le connaît plutôt la dent dans le mollet, qui ne lâche jamais rien, qui est plutôt quelquefois même agressif, etc. Là, j'avoue que le rôle d'Éric Ciotti avec Madame Bourguignon est plutôt bien... Enfin, je trouve que cette commission d'enquête est digne. Il y a eu des commissions
commissions d'enquête qui l'étaient moins, celle d'Outreau notamment, puisqu'il y avait des anciens magistrats, il y avait des avocats, etc. On avait vraiment l'impression d'assister à un tribunal. Celle-ci est beaucoup mieux, mais je pense qu'effectivement, le fait que la télévision soit présente, il ne faut pas que ça devienne un théâtre de télé-réalité pour donner un peu de... Voilà, au peuple, c'est vrai que pour l'instant, on n'est pas dans l'instrumentalisation voilà. politique. Mais ça se passe plutôt bien et je pense que c'est important que les gens puissent comprendre comment fonctionne la machine d'État. Il y a une autre figure qui a été auditionnée, c'était la semaine dernière, c'est un peu la star de ce Covid, si on peut dire, Didier Raoult. Didier Raoult s'est-il parjuré devant cette commission d'enquête? L'accusation est très grave, elle est portée par le patron de la PHP, Martin Hirsch, alors que de son côté, le conseil scientifique estime que Didier Raoult a été tout simplement injurieux, calomnieux. Thomas Després nous explique tout cela dans sa chronique Ma Journée à l'Assemblée. Oui, exactement, Myriam. Ce matin, sur son bureau, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, avait trois lettres qui recadrent sèchement le professeur Didier Raoult. Je vous raconte tout ça. Alors ces lettres, les voici. Elles ont été écrites par les dirigeants de la Haute Autorité de Santé, du Conseil scientifique, de l'AP-HP, les hôpitaux de Paris, et elles dénoncent les propos tenus par Didier Raoult devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, des propos infamants, de la calomnie, des faux témoignages même, alors que le professeur marseillais avait juré de dire toute la vérité, rien que la vérité devant les députés. Je le jure. Alors reprenons ce qui est reproché à Didier Raoult. Par l'AP-HP d'abord, l'infectiologue marseillais s'étonnait du nombre important de décès en réanimation dans les hôpitaux parisiens. La mortalité dans les réanimations ici, dans ce travail, toujours est de 43%. Chez nous, elle est de 16%. Et c'est les mêmes malades, là, ils sont tous en réa. Et donc le soin est passé au second plan. Et on a même vu, effectivement, des interdictions d'usage de médicaments qui sont génériqués et qui ont été distribués à des milliards de comprimés. Dans une lettre, hier, Martin Hirsch répond directement au professeur Didier Raoult. Pour lui, il n'existe aucune donnée qui place la mortalité à 43% dans les réanimations. Il évoque même un faux témoignage du professeur marseillais. Autre lettre, autre charge à l'encontre de Didier Raoult. Dans son audition, l'infectiologue accuse la Haute Autorité de Santé, le Conseil scientifique d'avoir des conflits d'intérêts, des allégations sans fondement selon ses lettres, des propos infamants, de la calomnie, répond même l'HAS. Alors, qu'en pensent les députés? On leur a demandé. Moi, je constate quand même qu'on a un vrai problème de querelle d'ego dans ce pays entre des professionnels en qui on devrait normalement avoir confiance. C'est quand même fou de voir de telles animosités, quoi. Je ne défends personne, si vous voulez. Moi, je suis parlementaire dans la commission d'enquête. Je suis en quête de la vérité. Voilà. Et c'est dans les auditions, dans la confrontation également des opinions des uns et des autres, que la vérité verra le jour. Alors, que risque Didier Raoult en cas de parjure devant l'Assemblée? On a posé la question à la présidente de la commission d'enquête. Bonjour Brigitte Bourguignon. S'il était prouvé que Didier Raoult avait menti devant la commission d'enquête, quelles en seraient les conséquences? Alors, il y a une procédure qui existe et qui n'est pas spécifique à lui. C'est tout simplement que lorsque, on le dit d'ailleurs au départ, et je l'ai rappelé à plusieurs reprises, que les sanctions encourues en cas de mensonge sont très précises, mais il faut attendre que la mission ait terminé, rendu son rapport, pour que là on puisse voir si on envisage des sanctions à l'encontre d'une intervention et d'une audition qui s'est mal passée. Voilà. Donc moi pour l'instant, et à l'heure qu'il est, bien sûr qu'il n'y a pas de suite à donner, hormis qu'on garde bien sûr sous le coude ces lettres qu'on reçoit. Et puis ensuite, on verra quelle forme on donnera à tout ça par la suite. Voilà Myriam, en tout cas il faudra attendre la fin des travaux de la commission d'enquête pour savoir si les députés souhaitent demander d'engager des poursuites contre Didier Raoult. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans Ma Journée à l'Assemblée. Merci Thomas. Patricia Chaplotte, là il se joue un moment important parce que il y a des sanctions pénales si vous mentez devant une commission d'enquête. Alors on n'en est pas là. Vous avez le droit de mentir dans un tribunal, mais vous n'avez, comme me le disait un magistrat tout à l'heure, mais vous n'avez pas le droit de mentir devant une commission d'enquête. Autrement, il y a parjure et vous pouvez encourir des poursuites pénales. Et ça, je suis pas sûre que Didier Raoult l'ait compris. Donc c'est ça qui est très étonnant en fait dans le fonctionnement de ces commissions d'enquête, c'est qu'effectivement, vous n'avez pas le droit de mentir. Donc il faut faire extrêmement attention à ce que l'on raconte ou aux éléments de preuve. Alors après, avant de poursuivre pénalement quelqu'un, il faut, je pense, y aller un peu fort. Mais Benalla avait joué ce jeu-là, où il avait dit, moi je suis dans une procédure judiciaire, donc il y a des choses que je ne peux pas dire ici, parce que je ne les dirai au sein d'un tribunal. Oui. Isabelle Florennes, Didier Raoult, qui a lui aussi été entendu pendant plus de
de 3 heures. On a bien vu que certains députés se pressaient pour lui poser certaines questions. Il avait des défenseurs dans la salle. Aujourd'hui, soupçons de parjure. Ça fait réfléchir. Il y a une chose qu'il a bien compris, Didier Raoult, c'est l'utilisation des médias et l'utilisation de la caméra, de l'image. Parce que ça, je pense qu'on peut le constater depuis 3 mois. Il sait parfaitement quoi dire et quoi faire quand il y a une caméra et des médias. Après, il dit ce qu'il pense être, et on n'a pas les chiffres en plus que ce que répond sur la mortalité à Marseille. Aussi Martin Hirsch, on n'a pas la mortalité. Bon, les chiffres sont ce que en Île-de-France, c'est évidemment le taux de mortalité beaucoup plus important sur la Covid que dans sa région et que à Marseille. Bon, ça c'est les choses. Maintenant, il faut verser les pièces, et c'est ce que dit Madame Bourguignon, la présidente. Elle dit on mettra les réponses. Et vous Moi, serez je crois que la commission d'enquête, une fois de plus, doit faire un travail d'enquête, de conclusion intéressante pour l'avenir, je les souhaite, intéressante et éclairante en cas de nouvelle pandémie, parce que c'est bien ça. Mais c'est pas dit. Mesdames, je suis sûre que ça va vous intéresser, parce que c'est votre tour, Camille Saferis, pour terminer cette émission. Alors, avec qui vous avez pris l'apéro ? Eh bien, cette semaine, j'ai pris l'apéro avec Guillaume Garot. Alors, Guillaume Garot, c'est un député PS de Mayenne, l'ex-maire de Laval. Pardon ? Ancien ministre. Ancien ministre, absolument. Je l'ai rencontré au Café Néon dans le 18e arrondissement de Paris, qu'il connaît bien puisqu'il a été adjoint du maire Daniel Vaillant. Et vous allez voir que Guillaume Garot, il ressemble un petit peu à Tintin. Comme si Tintin s'était incarné en vrai. D'ailleurs, quand il était petit, il voulait être reporter, pas du tout député. Et puis finalement, il a été une plume. C'est ce qu'on appelait un nègre à l'époque. Il écrivait notamment les discours de Bertrand Delanoë quand il était maire de Paris. Alors, est-ce que c'est facile d'écrire pour les autres ? Et c'est un exercice difficile d'écrire des discours parce qu'il faut se mettre dans la tête de celui qui va le prononcer. Avec sa syntaxe. Sa syntaxe, mais aussi sa psychologie. Vous voyez, ce qui compte, c'est le prononcer. D'ailleurs, on dit « seul le prononcer fait foi ». Vous savez, lorsqu'on remet aux journalistes un discours écrit, mais il y a toujours cette mention « seul le prononcer fait foi ». Si ça n'a pas été dit, ça ne compte pas. Ce qui compte, voilà, c'est ce qui est dit. Alors, vous diriez quoi sur Bertrand Delanoë ? Sa psychologie, c'est quoi ? C'est quelqu'un de très libre par rapport à ce que vous écrivez. Ah ouais ? Très libre. C'est-à-dire qu'en gros, il pioche une ou deux idées ici ou là ? Et c'est parfaitement normal parce que... il vous engueulait des fois, il vous disait non, mais c'est pas du tout ça. C'est quelqu'un qui a du tempérament, mais... Ah oui, ça veut dire oui. Rigolo, vous arrivez à chaque fois à leur faire sortir des anecdotes. Alors, quand on écrit des discours, finalement, on est un peu comme une sorte de parolier de chansons, finalement. Et Guillaume Garot, il est particulièrement fier d'une tirade qu'il a écrite un jour pour un discours pour Daniel Vaillant, maire du 18e, qui rendait hommage à Dalida lors d'une cérémonie à Montmartre. Il y avait quelque chose qui était sur le ciel de Montmartre, et dans le ciel de Montmartre, peut-être, brillait l'étoile de Dalida. Je ne sais plus comment j'avais... ça paraît très banal aujourd'hui, ça paraît peut-être décalé, mais il fallait trouver le mot juste. Il y a une part de poésie dans le discours politique. Peut-être, en tout cas de sensibilité. Il faut aussi toucher le cœur des gens. C'est ça. Et donc, c'est important de faire passer par les mots des émotions qui vous ont touché vous, qui ont touché celui qui va exprimer le discours et qui devront toucher celui qui va écouter le discours. Donc la politique est aussi une affaire de poésie ? Peut-être. Eh ben, tant mieux. Tant mieux. Parce que ça rend peut-être le monde plus beau. Oh là là, encore des mots, toujours des mots. Bon, alors comme Tintin, à qui vous voyez, il ressemble, Guillaume Garot, il adore le château de Moulinsart. Sauf que lui, son château, c'est Chambord. Parce que celui de François Ier, qui a servi de décor, vous le savez, au film Peau d'âne de Jacques Demy, bien sûr. Et figurez-vous qu'il a été président du conseil d'administration du château. Vous vous rendez compte ? Donc il avait la clé. Ça veut dire qu'il pouvait aller y dormir. D'ailleurs, il l'a fait. Sauf que dormir à Chambord, c'est pas forcément ce qu'on croit. Ah bon ? Ce qui est surprenant, c'est qu'on pourrait penser que Chambord, au milieu d'une grande forêt, c'est le silence. Mais alors, pas du tout. Ah bon ? C'est très vivant, en fait. C'est vivant le jour, c'est vivant aussi la nuit. Vous avez les chouettes, vous avez le brame du cerf. Alors, si vous êtes au mois de septembre, au moment du brame... Ça dure 3 jours, 4 jours, c'est très court. Un petit peu plus. C'est court dans la période, puisque... mais c'est long septembre. dans le son, c'est ça ? Oui, c'est ça. Comment ça fait ? Alors, je ne pourrais pas vous imiter le râle du cerf. C'est une sorte de...
comme êtes ça. bon en râle du cerf. Je suis bon, hein. Vous êtes très bon en râle du J'ai cerf. fait le Mais vous championnat avez de France répété, hein. de râle du cerf. Non, mais c'est ça, c'est un son très plaintif, très long comme ça. C'est guttural, c'est comme vous l'avez fait, c'est bien là. Alors là, c'est plus bovin que cervidé, je crois. Attention. Hein. Voilà, de Bertrand Delanoë au râle du cerf. Il n'y a que vous pour faire ces chroniques. Merci Camille, merci mesdames d'être passées par le plateau d'LCP. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à mardi en ce qui nous concerne. Très belle soirée documentaire sur LCP.